capable de prouver la faute, un préjudice qui crée un dommage à un tiers, enfin à nous-mêmes, pardon, et puis un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Le parasitisme est une émanation de la jurisprudence et c'est comment dire, une extension de la concurrence déloyale dans le cas où quelqu'un se place dans le sillage d'un de ses concurrents pour tirer indûment profit de ses efforts d'innovation, de marketing, d'image, etc. Mais sans forcément qu'il y ait besoin de rassembler les trois éléments constitutifs de la concurrence déloyale. Et puis la responsabilité civile contractuelle, eh bien, elle découle directement des articles du Code civil qui organisent la possibilité de contracter et les sanctions en cas de non-respect des clauses contractuelles. La propriété littéraire et artistique, donc on appelle aussi PLA en abrégé, est codifiée dans le livre 1 et le livre 3 du Code de la propriété intellectuelle. Donc c'est essentiellement ce qu'on appelle les droits d'auteur, hein, qui peuvent, concernant les données, être invoqués pour protéger l'architecture d'une base de données si elle est originale, si elle porte ce que l'on appelle l'empreinte de son auteur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été, qu'elle a été créée de manière arbitraire et non pas pour suivre des considérations techniques qui rendaient cette architecture d'une certaine façon obligatoire. Il faut vraiment que transparaisse l'empreinte de l'originalité de l'auteur. Ces mêmes droits d'auteur peuvent aussi être utilisés pour protéger les logiciels, et en particulier dans notre sujet des données, donc les logiciels qui peuvent être mis en œuvre pour l'indexation, la recherche, le traitement des données. Donc je ne sais pas si c'est assez grand, mais voilà, les droits d'auteur se distinguent en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les droits patrimoniaux en bas, qui sont essentiellement le droit de reproduction et le droit de représentation, et puis les droits moraux, qui sont attachés à l'auteur et qui lui permettent d'être le seul à pouvoir divulguer son invention, par exemple. Je ne vais pas trop m'attarder, nous n'avons malheureusement pas le temps. Le dernier corps de règles qui appartient à la propriété littéraire artistique, c'est un corps de règles tout à fait intéressant qu'on appelle un droit sui generis, c'est-à-dire qui est attaché à un individu et qui vise à accorder une protection à l'auteur d'une base de données, celui qui a réalisé les efforts pour constituer une base de données. Eh bien, là aussi, une directive plus ancienne de 1996, une directive européenne, a été transposée dans la loi française. Et donc, en particulier dans le Code de la propriété intellectuelle. Toujours dans le Code de la propriété intellectuelle, il y a ce qu'on appelle des livres, hein, c'est-à-dire des parties du Code qui contiennent les dispositions relatives à la protection par brevet. Donc les brevets visent à protéger des inventions techniques. Reynald développera ce qu'il faut comprendre par là. Donc des inventions techniques et qui peuvent être mises en œuvre, notamment à travers les algorithmes de traitement des données, même si ces algorithmes sont mis en œuvre sous forme de logiciels. En tant que méthode de traitement, ils peuvent tout à fait constituer des inventions brevetables, si bien sûr les conditions de brevetabilité sont réunies. Et ce qui est important surtout de comprendre, c'est que c'est uniquement le code source en tant que tel, c'est-à-dire en tant que séquence d'instructions, qui n'est pas brevetable, hein, qui est exclu de la brevetabilité. Mais les algorithmes qui sont transcrits par ce code sont tout à fait susceptibles d'être protégés par brevet. Les dessins et modèles, rapidement, protègent l'aspect esthétique des créations et uniquement cet aspect esthétique, à l'exclusion de toute considération technique qui pourrait dicter aussi la forme d'un objet ou d'une création. Donc dans le domaine du numérique, c'est un droit qu'on peut utiliser pour protéger par exemple les interfaces graphiques. Enfin, les marques, bien connues du grand public, sont utilisées en tant que signe distinctif pour distinguer les produits et les services d'une entreprise par rapport à ceux d'une entreprise similaire, par rapport à des produits ou services similaires
qui utiliseraient pour leur identification une marque susceptible de prêter à confusion dans l'esprit du public. J'en profite au passage, vous connaissez bien ces deux signes, TM et R dans un rond, mais peu de gens savent la différence. Donc TM, on le met après un nom qui est utilisé à titre de marque, et le R, c'est quand cette marque est enregistrée. Voilà, il y a une petite nuance. Si vous ne savez pas et si vous devez mentionner une marque, vous pouvez mettre TM à toutes fins utiles. Enfin, le secret des affaires. Donc, c'est une loi très récente de 2018 qui a transposé, à la limite du délai pour cela, une directive de 2016 et qui a été intégrée dans le Code du commerce. Donc, vous voyez, on a le Code civil, un code spécifique sur la propriété intellectuelle, là, le Code du commerce. On a vraiment un arsenal assez étendu et varié. Et ces dispositions visent à protéger toutes les informations du moment qu'elles ont un caractère secret pour son détenteur, une valeur commerciale, et également que ce détenteur est capable de démontrer qu'il met lui-même en œuvre un certain nombre de mesures de protection pour conserver à ces informations leur caractère secret, confidentiel. Donc, à nouveau, sur les thématiques qui nous intéressent, eh bien, le savoir-faire technique, commercial peut être concerné, des algorithmes, des listes de prix, des fichiers clients, bien sûr, des recettes de cuisine, d'une manière générale, toute information qui a une valeur commerciale effective du fait de son caractère secret. Voilà. Donc c'est très très important cette notion de caractère secret, parce que en fait ça met à la charge de celui qui veut invoquer ces dispositions l'obligation d'organiser lui-même le secret de ces informations, et c'est des choses qui peuvent nécessiter beaucoup d'efforts et beaucoup d'investissements en elles-mêmes. J'en profite d'ailleurs pour signaler que nous tiendrons bientôt un colloque, un événement de notre profession sur ce thème du secret. Tout à fait. Voilà, j'aborde maintenant la deuxième partie qui apportera un focus sur la protection juridique des bases de données. Donc tout d'abord, un élément de définition, qu'entend-on par une base de données ? Eh bien, la loi, en l'occurrence l'article L612.3, pardonnez-moi ce juridisme, nous apprend qu'une base de données, c'est un recueil d'œuvres, de données, d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. Voilà, dit comme ça, c'est une définition extrêmement large, et les éléments importants sur lesquels on va revenir n'enlèvent rien à cette généralité. Et en particulier, donc, ce qu'il est important de noter, c'est que la nature des données n'est pas du tout limitée, ni même le support sur lequel ces données sont stockées ou matérialisées pour être rendues accessibles. Ce qui est le propre, vous me direz, des données, mais ce qui n'a pas forcément coulé de source lors de l'élaboration de ces textes, puisque, évidemment, il fallait d'abord comprendre de quoi on parlait, de quoi il s'agissait, pour édicter les bonnes règles. Voilà, donc rapidement, ce transparent reprend un petit peu ce qui a été dit dans la première partie, plus particulièrement pour les bases de données. Donc on peut s'appuyer pour obtenir une protection, revendiquer une protection sur les dispositions du droit commun dont j'ai parlé, responsabilité civile contractuelle, également sur les dispositions du livre 1 du Code de la propriété intellectuelle ou du livre 3 sur les droits d'auteur, la propriété littéraire et artistique. Et puis enfin, les dispositions de la propriété industrielle, donc sous réserve d'avoir fait la démarche de déposer une demande de brevet, à nouveau qui peut concerner des algorithmes mis en œuvre par logiciel,
un dessin et modèle ou des dessins et modèles sur les interfaces graphiques par exemple, et puis des marques, enfin une marque pour distinguer ses produits de ceux de ses concurrents. Donc, une base de données qui se situe ici au centre peut être protégée par l'ensemble de ces dispositions tout à la fois. Si vous voulez, on peut à la fois avoir des droits d'auteur sur ce qu'on va appeler les œuvres, mais c'est-à-dire le contenu de la base de données. On peut avoir des droits d'auteur également sur le logiciel en bas à droite qui exploite la base de données. On peut en avoir également sur l'architecture de la base de données elle-même, c'est-à-dire comment les données sont organisées, comment est-ce qu'elles sont structurées de manière intelligente, j'ai envie de dire, originale. C'est le critère de leur protection, c'est cette originalité qui, je le rappelle, se traduit par le fait de porter l'empreinte de l'originalité de son auteur, de la personnalité de son auteur, pardon. Et puis on peut avoir aussi bien sûr des procédés brevetés, etc. Et puis tout en haut à gauche, j'ai rajouté une mention sur les contrats, puisque quand on exploite des données, bien souvent on contracte avec un partenaire, avec un tiers, et donc c'est ça aussi qui permet d'invoquer les dispositions du droit civil en cas de rupture des clauses du contrat. Alors, qui est titulaire d'une base de données? Eh bien, la loi est très claire là-dessus, et on nous dit le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui a pris l'initiative et le risque des investissements, le risque, c'est en général un risque financier, correspondant à la création de la base de données, eh bien c'est lui le titulaire des droits, puisque c'est lui qui bénéficie d'une protection du contenu de la base de données. Et puis cet article poursuit en donnant les conditions de cette protection, puisqu'on nous dit qu'il faut que la constitution, la vérification ou la présentation de la base de données atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Voilà. Donc à la fois cet article en résume en quelques mots qui est le titulaire des droits et quelles sont les conditions de cette protection. Alors le contenu, maintenant si on veut aborder le contenu de la protection, qu'est-ce que ça apporte comme protection d'invoquer les dispositions relatives à ce droit sui generis concernant les bases de données? Eh bien là, l'article L342.1 du Code de la propriété intellectuelle nous dit que sont réservés les actes d'extraction par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie seulement, mais à condition qu'elle soit qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données. Sont également interdites les réutilisations par la mise à la disposition du public, là à nouveau, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base de données. Et vous voyez que ce sont de réels droits patrimoniaux, puisque l'article termine en disant que ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence, c'est-à-dire une concession de droits moyennant, en général, rémunération pour le titulaire des droits. Je poursuis sur cette question des actes réservés parce que ça n'est pas tout. Même des parties non substantielles, on a vu la totalité de la base ou des parties substantielles, mais même des parties non substantielles peuvent être protégées, enfin sont protégées et donc peuvent faire l'objet de poursuites d'un tiers si ce tiers se livre de manière répétée et systématique à des actes réservés aux producteurs de la base de données. Et si ces pratiques vont au-delà d'une utilisation normale de la base de données. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est ce qui illustre le petit graphique. Il y a une zone verte de ce que l'on peut faire. Donc si c'est pas trop répété ou pas trop systématique, et si c'est dans le cadre d'une utilisation normale de la base de données, on peut extraire des portions de la base. Et il y a une zone où c'est complètement interdit, donc c'est quand ça va donc trop loin, si c'est trop répété, et si ça va au-delà d'une utilisation normale. Et puis il y a une zone un peu intermédiaire, où là il appartiendra au juge de trancher. Alors,
mon collègue me fait signe d'accélérer. Donc rapidement, les critères d'appréciation pour la protection sont donc l'identification de la présence d'investissements substantiels. Est-ce qu'il y a eu un acte commis qui est normalement réservé aux titulaires des droits, donc extraction des données, réutilisation des données? Et puis enfin, est-ce que ces actes portent sur la totalité ou une partie substantielle? Et quand c'est le cas, est-ce qu'elle est qualitativement ou quantitativement substantielle? Voilà les questions que se poseront vos conseils, si vous allez les voir, avec des problématiques de cette nature, pour savoir si vous pouvez invoquer des protections et engager éventuellement une action. Très rapidement également, bien que ce soit complexe, la présentation de la durée de la protection. En réalité, les textes disent que la durée de la protection est limitée à 15 ans à compter de l'année qui suit l'achèvement ou la mise à disposition du public. Mais en réalité, il y a un renouvellement de la protection pour une nouvelle période de 15 ans, à chaque fois qu'un nouvel investissement substantiel est réalisé pour mettre à jour la base de données. Et puis également, dans le premier élément, il faut voir qu'on peut très bien être l'auteur d'une base de données, mais ne pas la mettre à disposition du public, donc la garder secrète pendant 15 ans. Bien sûr, il faudra être capable de prouver la date à laquelle on a été en possession de cette base de données qu'on a constituée. Et la protection dure de toute façon 15 ans à partir de la première mise à disposition. Mais si, comme c'est souvent le cas, une base de données est mise à jour, la protection peut être, vous l'avez compris, quasiment infinie dans le temps. Les sanctions, et ce sera mon dernier transparent, eh bien, les sanctions sont d'une part le retrait des circuits commerciaux des données qui sont utilisées de manière frauduleuse et de tous leurs accessoires, je dirais. La destruction de ces outils utilisés de manière frauduleuse. Et puis des sanctions pénales, donc, qui ne sont pas négligeables, puisqu'il s'agit de 3 ans d'emprisonnement, d'une amende de 300 000 €, et ces sanctions pouvant être portées au double en cas de récidive, mais également elles peuvent être portées à 5 ans et 500 000 € d'amende si elles sont commises en bande organisée. C'est-à-dire si ce n'est pas le fait d'un opérateur du marché, mais du fait de bandes organisées, donc mafieuses, ou voilà, des personnes qu'on peut appeler des pirates. Les moyens de preuve, très important pour invoquer un droit. Eh bien, les textes nous disent qu'on peut invoquer tout moyen de preuve. Il y a également une procédure qui est mise à disposition du titulaire d'un droit sur une base de données, une procédure de saisie-contrefaçon qui lui permet, bien sûr, sur ordonnance rendue par un tribunal sur requête, d'aller chez son concurrent collecter lui-même les preuves. Enfin, c'est pas lui-même, en réalité, c'est un huissier, évidemment, mais pour son compte, d'aller collecter les preuves sur le lieu de la contrefaçon présumée. Enfin, je terminerai, il y a des exceptions, bien sûr, ces droits sont assez importants, et il y a des exceptions à leur mise en œuvre. Il y a notamment l'exception d'extraction à des fins privées ou pédagogiques, donc c'est un petit peu l'équivalent de la copie privée pour les logiciels que vous connaissez tous. Et puis, il y a une notion qu'on retrouve dans tous les droits de propriété intellectuelle, d'épuisement du droit au niveau communautaire. C'est-à-dire que si vous avez vous-même mis à disposition votre base de données dans un pays de l'Union, vous ne pouvez plus vous opposer à l'utilisation de ces données dans un autre pays de l'Union. Voilà, c'est une conséquence de la liberté des biens et des personnes. Ben, je vous remercie pour votre attention et je passe illico la parole à Reynald. On est un peu pressé par le temps. On n'a pas beaucoup de temps. Je transfère là. Ouais, donne-moi le câble, s'il te plaît. Merci. Moi, je vais vous parler alors, de l'aspect de la protection de l'utilisation des données.
Alors, c'est vrai que sur le thème data, je parle un peu plus près peut-être, sur le thème data, IA et usage, on peut dire beaucoup de choses. Alors, nous, c'est vrai que sur la partie protection, donc on se focalise beaucoup sur l'aspect juridique. Alors, je vais essayer d'être à la fois rapide, concis, précis, clair et pragmatique dans ma présentation. Donc, comment protéger l'utilisation des données? Alors, je ne sais pas dans quel domaine vous exercez, mais je suppose qu'il y a quand même un aspect technique assez important. Donc, ces problématiques-là se posent assez régulièrement dans les domaines vraiment technologiques aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs. Donc les types d'usages qu'on peut avoir avec notamment que ce soit les données ou l'intelligence artificielle dans une certaine mesure. Donc ce sont plusieurs types. On a la partie algorithmique donc, qui va être sur du calcul logiciel, notamment l'utilisation de toutes les données de manière logicielle. Il y aura une partie, alors j'ai axé ça sur l'approche juridique de la chose, c'est-à-dire qu'en droit, nous on va considérer qu'on aura une partie algorithmique et une partie visuelle avec l'affichage des données, ce qu'on appelle la présentation d'informations. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Et puis la partie statique avec le stockage que Stéphane vient d'évoquer à l'instant. Donc, sur ces deux parties, alors, sur la partie algorithmique et visuelle, comment on va utiliser ces données, comment on va protéger l'utilisation de ces données, protéger l'intelligence artificielle, l'IA qu'il y a derrière. Donc, avant de voir ça, il faut voir qu'est-ce qu'on peut protéger et comment peut-on le protéger. Alors, on va commencer par le comment. Donc là, Stéphane l'a très bien expliqué. On a un certain nombre de droits légaux, entre guillemets, des titres qui permettent de protéger certains aspects d'un produit ou d'un service. Donc on a le brevet qui va protéger l'aspect technique, la marque qui va permettre de protéger le nom, le logo, le modèle qui permet de protéger l'aspect esthétique et design. Donc ça, Stéphane en a parlé, je ne vais pas m'étendre dessus. Ces titres doivent faire l'objet d'un dépôt. Donc on dépose une demande de brevet, une marque, un modèle. Et ensuite on enregistre la marque et on obtient le brevet au terme d'une procédure juridique. Et on a aussi des droits, alors comme le droit d'auteur ou le droit des producteurs de bases de données que Stéphane a mentionné tout à l'heure, qui en fait ne nécessitent pas de dépôt, mais nécessitent à tout le moins une preuve quand on en a besoin en cas de litige. C'est-à-dire prouver que vous étiez l'auteur de l'œuvre en question, ou de la base de données en l'occurrence. Alors tous ces droits sont complémentaires. Donc par exemple pour l'iPhone, Apple avait protégé, il y a un certain nombre de brevets, il y a tout ce que vous connaissez tous, la pomme, le logo, etc. Tout ça c'est protégé par brevet, marque, modèle pour le design de l'iPhone. Il y a aussi du droit d'auteur, donc ça plus sur la partie logicielle, on va le voir juste après. Donc toutes ces mesures de protection sont légales. Et on a une mesure aussi que Stéphane a mentionnée avec le secret tout à l'heure, qui est la mise au secret. Donc à savoir que quand on garde un secret, c'est bien, mais il faut pouvoir le garder, d'une part, et ça ne permet pas, ce n'est pas opposable légalement en cas de contrefaçon. Donc, ça peut être dangereux. Alors, on va se focaliser un peu sur, quand on parle d'usage des data, sur la partie invention, brevetabilité. Alors, qu'est-ce qu'une invention, déjà ? Parce qu'on entend toujours parler d'invention, mais il y a une définition juridique de la chose. Donc, alors très rapidement, les brevets sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu'elle soit nouvelle, qu'elle implique une activité inventive et qu'elle soit susceptible d'application industrielle. Donc ce sont les 3 critères de brevetabilité. Nouveauté, activité inventive, application industrielle. Et alors là, on a quelque chose d'assez intéressant dans le droit des brevets, c'est que on définit l'invention de manière négative, c'est-à-dire qu'on va dire ce que ne sont pas les inventions. Alors ne sont pas considérées comme des inventions les découvertes, les théories scientifiques, les méthodes mathématiques, les créations esthétiques, les plans, principes, méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateur. C'est-à-dire que ça va devenir intéressant. Et les présentations d'informations. Alors voilà, ce que vous devez retenir ici, c'est que tout ça,
ces exclusions de la brevetabilité le sont à partir du moment où ces éléments sont considérés en tant que tels. Et ça, je vais le développer parce que c'est vraiment très important quand on se pose la question de savoir si notre application mobile est brevetable, si tout ce qu'on peut faire, enfin de manière logicielle, si ça peut être brevetable ou pas. Donc je vais tenter de répondre à ces questions-là dans le temps imparti, ce qui va être assez compliqué parce que c'est quand même un sujet très complexe et où il y a beaucoup de choses à dire. Donc, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de définition légale de l'invention, mais une liste non exhaustive de ce qui ne peut être considéré comme une invention. Donc, il est à noter que les éléments mentionnés dans cette liste sont tous de nature abstraite. Ça, c'est important. Donc, découverte, théorie scientifique, c'est pas brevetable parce que si demain on découvre un nouvel élément chimique, on comprend bien qu'il ne faudrait pas que la personne qui le découvre ait une protection dessus. Ça, c'est la nature. C'est une découverte. De même, des théories scientifiques. Ou alors, donc, soit c'est tout ce qui est abstrait n'est pas protégeable en tant que tel, ou tout ce qui est non technique, donc création esthétique qu'on va protéger là par le modèle dont j'ai parlé tout à l'heure, ou la pure présentation de l'information. Alors quand je dis pure, on va voir le pourquoi. C'est que le simple affichage n'est pas protégeable par le brevet. Alors ça peut être du droit d'auteur, après ça peut être autre chose. Donc à l'inverse, une invention doit présenter à la fois un caractère concret et technique. Donc c'est l'inverse, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est qu'on n'est plus dans l'abstrait, on n'est plus dans le non technique. Et ça c'est important parce que quand on va regarder comment, enfin si votre invention est brevetable, on va regarder ce caractère technique et ce caractère concret avec une approche et des critères de jugement qui vont être bien entendu juridiques, qui sont connus et qui tendent à être le plus objectif possible, du point de vue de l'Office des brevets qui examine les inventions. Et une invention, pour finir, peut porter sur n'importe quel domaine technique. Donc, que peut-on chercher à protéger? Là, on revient sur, j'avais dit, que peut-on protéger et comment peut-on le protéger? Donc, que peut-on chercher à protéger? Alors, aujourd'hui, dans tout ce qui est data, IA, intelligence artificielle donc, et usage, on a les inventions mises en œuvre par ordinateur, le code, la présentation des données ou présentation d'informations, enfin, au sens informatique du terme ici, les interfaces utilisateurs, les GUI comme on dit en anglais, et donc l'IA. Donc une nuance à bien saisir. Voilà, quand je disais juste avant, toutes les exclusions de la brevetabilité sont en tant que telles. Alors typiquement le code, un code tapé, code informatique, hein, des lignes de code, tout seul, c'est de la présentation d'informations. C'est du programme d'ordinateur. De même, un simple affichage, c'est de la présentation d'informations. Ce n'est pas brevetable au sens légal du terme, au sens juridique du terme. Par contre, on peut le protéger par le droit d'auteur. Donc ça, c'est vraiment pour faire la différence entre brevet et droit d'auteur. Mais les deux sont protégeables. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc protégeable de deux manières différentes et sur deux aspects différents. Donc qu'est-ce qu'on appelle une invention mise en œuvre par ordinateur? Juridiquement, c'est une invention qui implique l'utilisation d'un ordinateur, d'un réseau informatique ou d'un autre appareil programmable et dont une ou plusieurs caractéristiques sont réalisées totalement ou en partie par un programme d'ordinateur. Donc ça, on connaît tous, on voit tous ce que c'est. Typiquement, l'application sur smartphone. Donc brevetable sous condition. Alors, comme je viens de dire, le droit d'auteur et le droit de brevet sont cumulatifs et complémentaires. Puisque d'un côté, on va protéger notre code et de l'autre, on va protéger l'appareil, le produit, le procédé qui va mettre en œuvre des éléments techniques. Alors, comment passer le cut? Ces critères de brevetabilité, donc on a ce critère d'invention dont on vient de parler, caractère concret et technique. Donc, si c'est pas technique ou si c'est abstrait, c'est pas brevetable. Critère de nouveauté, c'est simple, il faut au moins une différence, une caractéristique technique qui est différente par rapport à ce qui se faisait avant aux solutions antérieures. Et enfin, le critère d'activité inventive, qui est un peu le mur, la barrière la plus haute à passer. Donc là, il faut qu'on prouve que notre procédé, alors notre logiciel qui va être protégé, revendiqué au sens caractéristique technique du terme, fonction technique, lui, il présente, alors il ne découle pas directement de ce qu'on appelle l'état de la technique ou l'art antérieur, ce sont les solutions qui étaient connues avant le dépôt de la demande de brevet, mais et surtout qu'il produit un effet technique supplémentaire. Donc,
on va y revenir. Alors la programmation, je suis désolé, je suis obligé d'aller très vite, vu le temps file à une vitesse. Programmation, donc là, je l'ai dit, le code en tant que tel, c'est du droit d'auteur. Donc il faut prendre une date, par exemple, en déposant votre code à l'APP, l'Agence de protection des programmes. Et vous avez juste la date qui permet de prouver que vous étiez l'auteur à cette date-là du code. Pour la brevetabilité, donc je reviens sur cette notion d'effet technique supplémentaire pour essayer de vous donner une idée concrètement. Donc le caractère technique d'une méthode, si une méthode présente un caractère technique allant au-delà de sa simple mise en œuvre par ordinateur, un programme d'ordinateur correspondant qui définit cette méthode produit un effet technique supplémentaire lorsqu'il est exécuté sur un ordinateur. Donc typiquement, par exemple, on a eu des brevets qui ont été obtenus en Europe sur une méthode destinée à commander un système de freinage anti-blocage pour automobile, détecter des émissions au moyen d'un appareil à rayon X, comprimer des vidéos. Ça, il y a eu tout un tas de brevets sur le sujet, notamment avec les normes MPEG, etc. Restaurer une image numérique déformée ou à crypter, parce que là, on comprend bien, on comprend bien que on a cet effet technique supplémentaire. C'est pas juste le code, et on va avoir quelque chose même de physique qui va se passer derrière. Alors, je vais voir dans quelle mesure, avec les 7 minutes qu'il me reste, on va pouvoir appuyer sur les points les plus importants. Alors, la présentation d'informations, c'est-à-dire c'est la transmission d'informations à un utilisateur. Donc ça peut être des images, ça peut être du visuel, mais ça peut être aussi audio ou haptique au sens le toucher. Mais ça ne s'étend pas aux moyens techniques utilisés pour générer de telles informations, de telles présentations d'informations. Alors, les caractéristiques de méthodes d'encodage de données, de structures de données et de protocoles de communication électronique qu'on rencontre assez souvent dans tout ce qui est aujourd'hui réseau, télécom, informatique au sens large, qui constituent des données fonctionnelles et non cognitives, ne sont pas considérées comme des présentations d'informations. Donc ce qui est intéressant de retenir ici, c'est que la présentation seule, l'affichage simple n'est pas brevetable, mais par contre, si on fait en sorte d'avoir toutes ces fonctions techniques, ces caractéristiques techniques, ça le devient. Donc comment on va obtenir cet effet technique? Alors ça dépend de l'invention, vous me direz, mais par exemple, l'affichage côte à côte de plusieurs images à faible résolution avec possibilité de sectionner et d'afficher une image à plus haute résolution transmet des informations à l'utilisateur sous forme d'outils techniques lui permettant d'effectuer plus efficacement la tâche technique consistant à rechercher et à récupérer de manière interactive des images stockées. Donc là, on voit qu'on a cet effet technique supplémentaire. Stockage, par exemple, deuxième exemple, stockage d'images numériques à différentes résolutions produit l'effet technique permettant d'afficher un aperçu de plusieurs images simultanément. Et exemple encore plus parlant, dans le cadre d'un jeu vidéo de football, la manière de présenter à l'utilisateur l'emplacement de son coéquipier le plus proche en affichant un repère dynamique dans le coin de l'écran, sur le bord de l'écran, lorsque son coéquipier hors écran produit l'effet technique consistant à faciliter un processus continu d'interaction homme-machine en répondant à des contraintes techniques divergentes. Donc, c'est peut-être là où je vais insister, c'est qu'on a besoin d'avoir une interaction en fait continue et guidée entre l'utilisateur et la méthode, la machine, l'écran, etc. Il y a plein de... Donc là, typiquement, dans l'exemple du jeu vidéo, on a cet effet technique. Et si, une fois de plus, c'est pas évident à la vue des solutions qui existaient avant, c'est brevetable. Mais il faut le protéger d'une certaine manière, de cette manière-là. L'exemple du chirurgien, on va passer. Alors, les interfaces utilisateurs, un mot très rapidement. Donc, présenter des informations et recevoir des données en retour dans le cadre d'une interaction homme-machine. Donc, les caractéristiques qui définissent la saisie sont davantage susceptibles de revêtir un caractère technique que celles qui ne se rapportent qu'à la sortie et à l'affichage. Là, on revient dans cette idée que juste afficher simplement des données, en gros, ça ne sera pas protégeable en tant que tel. Par contre, si là, on va commencer à interagir avec l'utilisateur, que l'utilisateur doit saisir un certain nombre de choses, là, ça le devient. Et on sait qu'il y a aujourd'hui beaucoup de brevets qui ont été déposés par Samsung ou Apple ou d'autres sur tout ce qui est saisie en tout genre sur des écrans, que ce soit tactile ou autre. Alors,
un point sur l'intelligence artificielle. Bon, la définition, tout le monde la connaît. Alors, ça fait intervenir un certain nombre de choses, comme les réseaux neuronaux, les machines à vecteurs de support, les cas moyennes, etc. Donc là, il y a une partie où on se rend compte qu'on est vraiment dans les méthodes mathématiques qui, si je reviens rapidement sur ce slide de définition au départ, si vous voyez, petit a, les découvertes théoriques scientifiques et les méthodes mathématiques en tant que telles sont exclues de la brevetabilité. Donc, c'est pareil pour l'intelligence artificielle, cette exclusion s'applique quand on ne parle que de mathématiques. Donc, modèle de calcul, algorithme, non brevetables, en tant que tels, s'ils restent dans le domaine de l'abstrait. Alors, pour rendre l'IA brevetable, les offices européens, les offices de brevet, et notamment l'Office européen, ont développé une sorte de principe, d'approche, de méthode, dite à 2 obstacles. Ce qu'on dit pour les inventions mixtes, c'est-à-dire qu'ils mélangent à la fois des caractéristiques techniques et non techniques, donc avec cette partie modélisation mathématique par exemple, classification, etc., dans le cadre des réseaux de neurones, ou des modèles d'apprentissage, pardon. Donc, il faut l'éligibilité, comme tout à l'heure pour les programmes d'ordinateur, c'est avoir au moins une caractéristique technique et ce critère d'activité inventive où ces caractéristiques techniques doivent avoir un effet supplémentaire et ne pas découler de manière évidente, bien sûr, de l'état de la technique existante. C'est-à-dire, il faut que la solution ne soit pas évidente à la vue de ce qu'on connaissait avant. Donc, est-ce que les méthodes AI et ML contribuent au caractère technique de l'invention ? Donc, du coup, c'est la question qu'il faut se poser quand on parle d'intelligence artificielle. Donc là, un petit exemple, mais je vais passer dessus. La classification, donc c'est assez compliqué à breveter. Alors voilà, le résumé de ça, c'est que dans l'intelligence artificielle, juridiquement aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait 3 classes d'invention qui se dégageaient. Donc ce qu'on appelle le core AI, donc c'est souvent lié aux algorithmes seuls. Donc c'est vraiment là dans la méthode mathématique, donc pas brevetable en tant que tel. Les modèles formés, apprentissage automatique, alors là c'est compliqué puisqu'on va interagir sur des variations, des gammes ou des ensembles de paramètres de classes. Donc ça reste encore ça reste compliqué à breveter, notamment à prouver cet effet technique supplémentaire. Par contre, là, quand on applique l'IA à un domaine, quand on l'utilise comme un outil dans un domaine appliqué, là, on a beaucoup plus de chances de passer la double barrière, sous réserve toujours que ça ne soit pas évident par rapport à ce qui se faisait avant. Dernière minute, c'est ça. Donc, en résumé, l'abstrait et le non technique ne sont pas brevetables, mais le code informatique et la structure de données, la structure des bases de données sont protégeables par le droit d'auteur, ce que disait Stéphane. Le contenu des bases de données est protégé par le fameux droit sui generis des droits des producteurs de bases de données, ce qu'a dit Stéphane également. Dans tous les cas, donc, comme je vous disais, il est conseillé de déposer le code ou la base de données, par exemple à l'Agence de protection des programmes, afin de constituer une preuve datée. En pratique, il est rare de ne pas parvenir à trouver un moyen de protéger un logiciel mis en œuvre dans une application. Donc, il faut se focaliser sur les caractéristiques techniques. C'est ce que nous, on fait tous les jours quand on a ce type d'invention à protéger. Sous réserve que ces caractéristiques techniques ne découlent pas de manière évidente des solutions connues. Mais ça, c'est pareil pour toutes les inventions dans tous les domaines. Il est donc en général possible de cumuler droit d'auteur et droit des brevets pour protéger un logiciel applicatif utilisant et ou affichant ces données. Et dernier point, donc possibilité de breveter les applications logicielles et l'IA, donc à retenir, sous réserve de remplir les conditions de la double barrière. Alors c'est plus difficile aux US parce qu'on a une notion, les USA regardent la première barrière, c'est le caractère abstrait pour que l'invention d'IA soit éligible, et elle est rarement franchie aux US pour l'instant. En fait, aujourd'hui, dans la doctrine du droit des brevets, on constate qu'il va sans doute falloir faire des évolutions qui sont spécifiques à l'IA. Ça risque de prendre encore quelques temps. Mais ça, c'est un autre sujet. Et dernier point, donc l'explosion des data et usages et de l'IA, data usage IA partout dans le monde implique de se protéger. Tout le monde le fait, surtout les Américains, les Chinois. En Europe, les Allemands sont assez forts aussi pour se protéger sur ces sujets. En France, on commence à le faire de plus en plus, mais quand on arrive à l'international, et on se rend compte qu'on n'est pas forcément suffisamment bien protégé par rapport à ses concurrents internationaux. Donc,
ne pas hésiter à consulter un conseiller en propriété industrielle si vous avez des questions sur ce genre de sujet-là. Et nous serons ravis de vous assister dans ces domaines-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser à Stéphane ou à moi. Merci.